Merci beaucoup Samuel, à toute l'équipe de Radio Guira pour cette opportunité qui nous est qui est offerte au PNUD dans le cadre de cette célébration de la Journée des Nations Unies. Je voudrais tout de suite dire que les interventions du PNUD découlent d'abord de la Charte des Nations Unies. Et comme vous le savez, la Charte des Nations Unies donne les orientations, les grandes orientations, mais les principaux éléments que nous devons retenir, c'est que toutes les nations, les États membres se sont engagés dans ce cadre à travailler ensemble pour la paix, pour la justice et pour les droits humains. Et donc c'est dans cette lignée que le PNUD cadre ses interventions qui appuie les efforts du gouvernement centrafricain dans différents domaines. Et vous savez aussi que dans les années passées, nous avons parlé des OMD. Et à un moment donné, la communauté internationale et les États membres se sont rendus compte que les OMD avaient des limites et qu'il fallait avoir une vision plus inclusive du développement. Et à cet effet, les nations se sont donc engagées pour les ODD. Les ODD, il y en a exactement 17. Et aujourd'hui, je pense que nous allons nous focaliser sur l'ODD 16 comme vous l'avez annoncé. En tout cas, ODD 16 comme nous l'avions annoncé, Dominique Malo, je reviens à André Kraft. Alors, concrètement, si je prends par exemple l'aspect paix, concrètement, qu'est-ce qui se fait en ce moment, ou bien qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de cet ODD, surtout l'aspect paix? D'accord. Singila Samuel, et merci pour l'invitation. Je suis ravie de célébrer avec vous la Journée des Nations Unies. En tout cas. Et par coïncidence aussi, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'1 an de la Cour pénale spéciale, n'est-ce pas, qui a fêté sa session inaugurale le 22 octobre 2018. Et justement, je pense que ça tombe très bien qu'on parle de l'ODD 16 aujourd'hui sur les sociétés pacifiques, l'accès à la justice et les institutions efficaces en célébrant 1 an de la CPS en Centrafrique. Peut-être aussi pour complémenter ce qu'a dit mon cher collègue Dominique, effectivement, cet ODD qui parle de paix et de justice et sécurité va bien au-delà des cibles et des mesures qu'avaient les OMD. Donc au début, c'était très difficile aussi pour les États parfois de mesurer comment on mesure le progrès vers ces objectifs qui sont aussi vastes, n'est-ce pas? Comment on mesure la paix? Comment on mesure la justice? Ça va bien au-delà de statistiques et de chiffres. Les cibles de l'ODD parlent de réduction de la violence et des taux de mortalité. Ils parlent de la promotion de l'état de droit au niveau national et international et l'égalité et l'accès à la justice. Ça parle de la réduction et la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Tout ça, ce sont des problèmes et des défis extrêmement complexes on ne peut pas uniquement mesurer l'existence d'institutions ou l'existence de lois, mais aussi comment les gens partout dans le monde se sentent par rapport à ça. Donc par exemple, par rapport aux Centrafricains, est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je sens que je peux marcher seul la nuit dans mon quartier en sécurité? Est-ce que vraiment justice a été rendue par rapport aux problèmes et aux défis que j'ai eus lors des prochaines années et dans ma vie? Que ce soit des violations très graves des droits humains qu'il y a eu pendant les crimes, pendant les conflits en Centrafrique, ou que ce soit des affaires de famille ou voisinage ou accès à l'état civil, par exemple. Excusez-moi, je parle un peu de manière très générale, Samuel, En tout cas, on mais peut c'est revenir pour en détail tout à fait. revenir par Oui. rapport à votre question, Tout à qu'est-ce fait. qu'on fait par rapport à la paix? Donc une des choses que le PNUD a fait, notamment avec le ministère du Plan et tous les autres ministères sectoriels, c'est de dire dans le cadre de ce que l'État et le gouvernement centrafricain veulent faire, quelles sont les priorités par rapport à la paix et la justice et la sécurité, de 1, et de 2, comment on peut appuyer le PNUD, on appuie donc les partenaires dans la mesure de ces progrès.
Donc, je vais peut-être repasser à mon Oui, collègue. parce que nous savons que le PNUD appuie les comités locaux de paix, si je m'en souvenir. Exactement. Oui. En fait, et comment cet appui se manifeste-t-il, Monsieur Dominique Malo? Ok. D'abord, le fil conducteur des interventions du PNUD est basé sur une idée, selon laquelle, dans le contexte de la République centrafricaine, la paix, la justice et les institutions solides et efficaces doivent constituer la base ou la fondation d'un état de droit. Ça, c'est un élément fondamental. Sur la base de cela, qu'est-ce que nous avons fait? Parce que nos interventions ne se font pas de manière isolée. Il y a l'agenda international 2030, les ODD, mais nous prenons en compte les priorités nationales, ce que le gouvernement voudrait faire pour la population centrafricaine. Et donc, dans ce cadre, dans nos interventions, nous nous assurons que ce que nous faisons est entièrement aligné sur ces priorités nationales, qu'il s'agisse du RCPCA, qu'il s'agisse de l'accord politique pour la paix en République centrafricaine, qu'il s'agisse de la politique sectorielle de la justice élaborée par le ministère de la Justice avec l'appui du PNUD et de la MINUSCA. Donc, c'est par rapport à ces priorités nationales définies par le gouvernement de la République centrafricaine que le PNUD, bien évidemment, en partenariat avec d'autres organisations telles que la MINUSCA, ONU Femmes et d'autres agences du système des Nations Unies, essaient de coordonner leurs efforts, d'aligner leurs interventions pour apporter des réponses concrètes, des réponses tangibles aux besoins de la population centrafricaine. Et c'est dans ce cadre, et ma collègue l'a rappelé au tout début, c'est dans ce cadre, par exemple, que le PNUD appuie les juridictions ordinaires, par exemple dans l'organisation des sessions criminelles, des audiences foraines, mais aussi la mise en œuvre et l'opérationnalisation de la Cour pénale spéciale. Ceci pour prendre en compte les besoins de sécurité, de paix de la population centrafricaine. Mais nous travaillons aussi au renforcement des forces de sécurité intérieure, la police et la gendarmerie notamment, et nous le faisons avec nos collègues de la MINUSCA. Avec des formations sur en fait les officiers de police judiciaire, c'est comme ça qu'on les appelle. On sait que le PNUD appuie ces genres de formations. Alors revenons un peu sur la Cour pénale spéciale. Kraft parlait tout à l'heure d'un anniversaire de cette institution judiciaire. Alors le Centrafricain qui nous écoute en ce moment aimerait savoir où en sommes-nous avec l'opérationnalité de cette cour. Je ne sais pas si vous êtes les personnes indiquées à répondre à cette question, mais en fait, à partir du moment où vous appuyez quand même cette structure. Oui, effectivement, je ne voudrais pas, bien sûr, parler au nom de la CPS. C'est une institution, c'est une cour nationale hybride avec les magistrats internationaux. Oui. Donc, ils sont plus aptes de parler des détails. Ce que je peux vous dire que l'appui des Nations Unies, ça fait depuis quelques années, même en appui à l'élaboration de la loi de la CPS. Comme on l'a dit tout à l'heure, le début des travaux judiciaire de la CPS a commencé précisément il y a 1 an. Les enquêtes sont bien en cours, les dossiers sont en train de être établis. Cela sur des cas qui sont survenus depuis 2003 et lors des différents conflits, basés aussi sur le mapping des violations graves des droits humains que les Nations Unies avaient appuyé il y a quelques années, mais aussi, c'est important de le dire, sur des cas récents, même depuis la signature de l'APPR. Bien sûr, parlant de thématiques de justice et justice internationale, ce sont des aspects confidentiels. Mais par exemple, nos chers partenaires de la CPS, le procureur spécial, le président, les magistrats, ils ont fait une conférence de presse le mois de juin. Ils ont mentionné qu'ils ont, je ne voudrais pas me tromper sur les chiffres, des dossiers je pense que c'était 4 dossiers en cours d'instruction.
et d'autres cas en train d'être enquêtés, victimes et témoins interrogés, etc. Effectivement, hein, c'est une chose d'avoir une juridiction et il faut que le citoyen moyen accède également à cette juridiction. Oui, et ça pose le problème d'accès à la justice dans ce pays. Alors dans ce cadre, est-ce qu'il y a des appuis qui se font pour aider le citoyen moyen qui aujourd'hui pense qu'il n'a pas de moyens, qu'il est vulnérable de saisir la juridiction s'il a un problème? Absolument. C'est un très grand défi. C'est une des plus grandes priorités. On sait des études de perception et depuis le forum de Bangui, n'est-ce pas, que plus que la moitié des Centrafricains considèrent que la justice est le prérequis pour que la paix arrive en RCA, n'est-ce pas, Matabisi Siriri, si je ne me trompe pas. Comme disait déjà Dominique, de la part du PNUD avec les collègues de la MINUSCA et autres, on appuie l'État, mais aussi la société civile, dans l'organisation des assises criminelles. Donc la session des assises est en cours en ce moment, par exemple à Bangui, mais depuis 2017, on appuie cela. Aussi les audiences foraines, notamment dans la juridiction de Mbaïki, etc. Mais on va essayer d'élargir ça partout dans le territoire, selon la vision du ministère de la Justice. On essaye aussi d'appuyer justement la collaboration entre les juridictions ordinaires et la CPS, parce qu'on sait que la CPS va regarder quelques gros poissons, quelques grands cas, et ne peut pas promouvoir l'accès à la justice pour toute la population. Donc justement, c'est aussi dans cette logique qu'on appuie les juridictions ordinaires, comme disait Dominique. Mais en outre, hein, et ça, ce n'est jamais suffisant, n'est-ce pas? Et bien sûr aussi au-delà de cas de crimes, on collabore avec la société civile, notamment dans les cliniques juridiques, on est dans des grands événements de sensibilisation sur l'accès à la justice. Donc, avec l'Association des femmes juristes centrafricaines, par exemple, avec les réseaux des organisations de droits de l'homme, on est en train d'élargir. Depuis 2015, il y a eu des services d'aide légale à plus que 12 000 Centrafricains partout dans le pays, et presque 3 000 victimes de violences sexuelles basées sur le genre. Donc ce sont des informations légales et comment accéder aux institutions, comment aller à la police ou à l'hôpital suite à un événement, une infraction. Ça peut aussi donner des conseils sur la protection et comment agir. Ça peut être le référencement à des avocats. Donc dans ce sens-là, on collabore et on appuie bien sûr le barreau centrafricain des avocats. Donc on essaye vraiment d'avoir une approche intégrée sur toutes ces institutions. Et dans le futur, on l'espère aussi à la CVGRR, dans le sens que pour accéder à la justice, les Centrafricains, on doit faciliter au maximum d'accéder soit à la CPS, soit aux juridictions ordinaires, soit à la CVGRR, pour avoir accès à la justice, mais aussi à la vérité, pour que les Centrafricains sachent qu'est-ce qui s'est passé avec les membres de ma famille qui ont souffert, qui sont morts. L'accès à la vérité fait partie de la justice. Ouais, la commission vérité, justice, réconciliation, réparation, on y reviendra. Mais en tout cas, j'aimerais quand même poser la question parce que handicap, d'une manière un peu générale, appui institutionnel, mais comment ça se fait concrètement? C'est en termes financiers, en termes techniques ou comment cela se fait concrètement? Et il y a plusieurs aspects dans les appuis que nous fournissons à nos partenaires et aux institutions nationales. Le premier élément essentiel, c'est la capacité des hommes, c'est la formation des hommes. Et des femmes. Et des femmes, et hommes avec grand H. Merci. Et donc ça, c'est un élément fondamental. Donc nous mettons l'accent sur la capacitation, la formation des magistrats, des officiers de police judiciaire, de la police, de la gendarmerie, etc. Et je voudrais rappeler ici que concrètement, par exemple, pour la dernière promotion des policiers et gendarmes, les 500 qui avaient été formés, le PNUD et la MINUSCA ont travaillé main dans la main pour pouvoir former ces policiers et ces gendarmes qui sont aujourd'hui opérationnels dans le pays. Deuxième élément, c'est
la fourniture de moyens de travail. Vous savez, pour un pays qui se relève progressivement, l'État n'a pas toujours les moyens pour mettre à la disposition des fonctionnaires et agents ce qu'il leur faut pour exercer leurs responsabilités. Et nous intervenons dans ce cadre en fournissant quelques moyens, par exemple des moyens roulants, des équipements bureautiques, des fournitures de bureaux, etc., aux fonctionnaires et agents de l'État qui interviennent dans le secteur de la justice et de la sécurité. Voilà. Voilà, il est de coutume que la justice intervient en dernier ressort, on peut dire. C'est quand le fait est commis que la justice intervient pour gérer. Mais est-ce qu'il y a une politique de prévention? André Kraft parlait tout à l'heure des violences basées sur les genres, des violences sexuelles. Est-ce que dans cet aspect, il y a un programme de prévention de ce genre de violences? Pour ne pas faire appel tout le temps à la justice. Une des choses peut-être aussi pour dire, et par exemple sur les violences sexuelles et basées sur le genre, que la lutte contre ces crimes s'inscrit aussi dans assurer et démontrer aux populations qu'il n'y a pas d'impunité. Donc les perpétreurs, les agresseurs sont jugés et mis en prison. En termes de prévention, on appuie par exemple l'UMIR, l'unité mixte de réponse rapide pour les cas de violences sexuelles, dans la sensibilisation des populations, des avocats, de la police, mais aussi dans la réponse pour assurer que les FSI et la justice formelle prennent action suite à un cas reporté. Mais là, je reprends aussi un peu ce que Dominique a parlé par rapport à l'appui aux formations des FSI. Donc l'appui des formations FSI, au-delà de la construction et la réhabilitation des écoles des FSI, par exemple, incluait bien sûr tout le module de presque 1 an de formation de base pour les FSI. Et là-dedans, il y a des modules très spécifiques sur la prévention et la réponse aux violences sexuelles et basées sur le genre pour pouvoir agir dans ce sens. Donc quand on parle de VSBG et de justice, on regarde vraiment aussi ce volet de sécurité et la formation des personnes qui, au nom de l'État, assurent ou doivent assurer la sécurité des Centrafricains et de toutes les populations fait bien sûr partie de la prévention. Et très récemment, par exemple, il y a eu différents causeries et formations et analyses par rapport à la représentation des femmes et l'intégration de l'approche genre dans les FSI. Parce qu'on sait par les expériences et les statistiques d'autres pays aussi que quand il y a plus de femmes et quand tout le monde dans une police est formé sur les violences sexuelles et basées sur le genre et comment traiter les femmes qui viennent aborder la police pour tout type de questions. Bien sûr, il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences sexuelles. Que la représentation, le taux de femmes dans la police, ainsi que dans le corps d'avocats, ainsi que dans le corps de magistrats, est aussi un facteur important, pas uniquement d'égalité et de droits humains des femmes, mais aussi de prévention de ce type d'actes. Oui, il y a M. Malo qui manifeste. Oui. Non, par rapport à la prévention, je pense qu'il est important de rappeler un élément fondamental, c'est la vision du secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, pour qui la prévention doit aujourd'hui être au cœur des interventions du système des Nations Unies. Parce que le constat, c'est quoi? Le constat, c'est que c'est pendant ou après les conflits que les Nations Unies interviennent. Et la vision du secrétaire général, c'est qu'on puisse inverser notre manière de faire en mettant l'accent sur la prévention des conflits. Prévenir les conflits, c'est quoi? Prévenir les conflits, c'est par exemple faire en sorte que les institutions soient solides, soient visibles, travaillent au service de la population. Si la population a conscience que la police fonctionne, que la gendarmerie fonctionne, que les tribunaux fonctionnent, rien que cette situation va constituer un élément déterminant dans la prévention. Et certainement, ça aura un effet réducteur sur les velléités de conflit et les velléités d'œuvrer à la marge des lois de la République. Donc c'est vraiment un élément essentiel. La prévention aussi, c'est
utiliser différents canaux, les radios, les réseaux sociaux, pour informer la population. Et puis, la prévention, c'est aussi le principe que nul n'est censé ignorer la loi. Et ce principe doit être constamment rappelé à travers les médias à la population centrafricaine. Merci, monsieur Dominique Malo. Nous continuons notre entretien. Je pense que à côté de la justice je dirais judiciaire ou bien justice officielle, comme on dit, il y a ce qu'on appelle dans le contexte centrafricain aujourd'hui la justice transitionnelle. Et là, je reviens sur la question de commission vérité, justice, réparation et réconciliation. Et dans ces cas précis, qu'est-ce qui se fait maintenant? Oui, bien sûr, vous le savez mieux que moi. L'établissement de la CVGRR est une demande des Centrafricains depuis le Forum de Bangui. Tout à fait. D'ailleurs, est mentionné dans l'APPR, dans l'accord de politique de paix et de réconciliation, où il y avait même un délai de temps assez serré pour l'établissement de la CVGRR. Cela est lidéré par le ministère de la Réconciliation et des Affaires humanitaires, mais je dois dire que dans la politique sectorielle de justice qui est en train d'être validée par le Conseil des ministres, la justice transitionnelle en fait une grande partie. Donc le PNUD en reste disposé à appuyer les partenaires dans l'élaboration de la loi et par la suite par un contrôle aussi appuyé en termes de la qualité de la loi et de l'établissement de la CVGRR. C'est aux Centrafricains de décider la composition de leur commission et par la suite on est disponible, on a déjà les ressources disponibles pour appuyer l'opérationnalisation. On a aussi appuyé des commissions en vérité et ce genre d'institutions dont je pense que plus ou 20 ou 25 pays dans différentes régions dans le monde, donc on a une solide expérience dans cela. Mais je voudrais insister aussi sur le fait que la justice transitionnelle en RCA s'inscrit vraiment aussi au-delà de la CVGRR qui se focalisera peut-être plus sur la vérité, mais aussi la collaboration entre cette future CVGRR avec la Cour pénale spéciale qui elle aussi est une institution de justice transitionnelle. Elle n'a un mandat que de 5 ans et la collaboration avec les juridictions ordinaires. Donc on essaye vraiment de assurer que les populations aussi puissent avoir la bonne information pour savoir à quelle institution ils peuvent se référer pour avoir leur accès à la justice et à la vérité correspondue. En tout cas, pour réitérer, on est disponible pour appuyer les SAS centrafricains pour l'établissement d'une bonne CVGRR. C'est pas si M. Malo a un complément de réponse. Sinon, nous allons continuer dans notre entretien. Bon, on parlait également des institutions efficaces ou fortes. C'est pas forte ou bien efficace, mais en fait, à mon avis, ça semble dire la même chose. Est-ce qu'il faut bander, il faut bander un peu le muscle des institutions ou il faut leur donner beaucoup de force pour ou bien qu'est-ce que cela veut dire concrètement, M. Malo? Non. D'une certaine manière, oui. C'est cela. En fait, quand on parle d'institutions efficaces, il y a plusieurs dimensions. Oui. Il y a la principale dimension, ce sont les hommes qui animent les institutions, Oui. qui fournissent les services aux populations dans le cadre de leur mandat, dans le cadre de leur mission. Mais pour que cela se fasse, ces hommes ont besoin de capacités, ces hommes ont besoin de moyens, et c'est en cela, par exemple, que le PNUD met l'accent sur les éléments que j'avais rappelés un peu plus tôt, à savoir les formations, mais la réhabilitation, par exemple, des bureaux, des locaux, et la fourniture des moyens de travail. Les institutions efficaces, c'est aussi faire en sorte que ces institutions soient accessibles aux populations. Parce que si vous avez une institution qui a des bureaux, qui a des hommes qui sont formés, mais qui sont inaccessibles aux populations, je pense que ça n'a pas tellement de sens. Et donc c'est lorsque les institutions sont en mesure de fournir en temps réel et de répondre aux besoins des populations dans des limites raisonnables, dans des délais raisonnables, c'est à partir de ce moment qu'on peut dire que les institutions sont efficaces.
Oui. Si je peux peut-être complémenter Tout à fait. mon collègue Dominique, merci. Beaucoup de la collaboration avec les FSI en ce moment, justement, avec la gendarmerie, avec la police, avec le ministère de l'Intérieur, c'est aussi sur la confiance des populations dans les FSI, sur le fait que, oui, les FSI aient les capacités de faire leur travail et d'être redéployés partout dans le pays, dans une stratégie de restauration de l'autorité de l'État, mais aussi que le travail soit fait d'une manière que les populations puissent faire confiance, de manière transparente, avec des mécanismes de bien communiquer, dans une approche de police de proximité, que les populations contribuent aussi à la sécurité, à la prévention de la corruption dans les FSI par exemple, mais aussi dans les autres institutions bien sûr, dans une approche de service aux citoyens, n'est-ce pas? Et pas uniquement dans une approche de sécurisation. Bien sûr, les deux vont perdre la paire. Pour la justice et pour les autres institutions, ce serait exactement la même chose. Donc on contribue aussi à l'établissement et au renforcement des mécanismes de contrôle externes et internes des différentes institutions de justice et de sécurité, etc. Une cible, par exemple, de l'ODD 16 est sur la prise de décision dynamique, ouverte, inclusive et participative au niveau des institutions. Donc ça veut aussi dire que tout se fait en consultation avec les populations pour pouvoir répondre aux besoins de population dans un État démocratique. En tout cas, merci Ange Kraft. Alors, la République centrafricaine, tout comme la communauté internationale, s'entend un défi. Un défi, je vous ai parlé là des échéances électorales. Alors, dans ces cas précis, toujours est-il que le pays bénéficie toujours de l'appui de la communauté internationale. Naturellement, depuis que le PNUD a existé dans ce pays, a appuyé les élections. Et je pense qu'un travail se fait déjà dans ce sens, M. Malo. Oui, exactement. Et quand vous parlez des élections, c'est l'une des composantes essentielles de l'ODD 16. Parce qu'en parlant de paix, de justice et d'institutions efficaces, il faudrait que nous ayons à l'esprit que les modalités d'accès au pouvoir déterminent la qualité des institutions, déterminent la solidité de la paix et déterminent aussi la manière dont la justice est rendue dans le pays. Et c'est pour ça que le PNUD s'investit à appuyer les gouvernements démocratiques dans l'organisation des élections et à faire en sorte que les élections soient une modalité acceptée par tous pour l'accès au pouvoir. Et à travers les élections, nous ne mettons pas seulement en place un pouvoir exécutif, mais nous mettons aussi en place, nous configurons le pouvoir judiciaire et nous configurons aussi le pouvoir, le Parlement. Donc, c'est un élément essentiel que de réussir les élections. Effectivement, dans le contexte de la République centrafricaine, l'organisation des élections, la préparation des élections est en cours. Ça fait partie de la priorité de l'ensemble du système des Nations Unies en République centrafricaine, mais plus généralement de tous les partenaires qui appuient les efforts du gouvernement centrafricain. Vous savez qu'il y a quelques mois, un document de projet d'appui au processus électoral a été signé entre le gouvernement centrafricain, le PNUD et l'autorité nationale des élections. Et vous savez aussi que la MINUSCA, dans le cadre de son mandat actuel, en partenariat avec le PNUD et ONU Femmes et d'autres partenaires, sont pleinement engagés dans les préparatifs de ces élections. Donc nous restons optimistes que les choses vont aller dans la bonne direction pour que ces élections se tiennent à bonne date. Les élections, dit-on, c'est l'exercice démocratique par excellence, je voulais dire. Alors, Ange Kraft, bon, en fait, ça fait plusieurs décennies que les élections dans notre pays se limitent aux présidentielles et aux législatives. C'est-à-dire, on élit un président et puis les députés à l'Assemblée, mais il y a les élections municipales. Depuis lors, le pays n'a pas encore organisé. Alors, s'il y a un œuf ou bien une demande de la part du gouvernement, le PNUD sera toujours prêt.
Oui, en fait, le document de projet et la volonté politique telle qu'affirmée par le gouvernement voudrait que dans ce cycle électoral, parce qu'on parle d'un cycle électoral, dans ce cycle électoral, qu'on puisse non seulement organiser l'élection présidentielle, les élections législatives, mais aussi les élections locales, notamment les élections municipales, et même les élections sénatoriales et régionales. Et je pense que nous sommes, quand je dis nous, c'est le système des Nations Unies et le gouvernement sont dans cette dynamique pour que tout au long de ce cycle électoral, tous ces scrutins soient organisés. Parce qu'effectivement, si ma mémoire est bonne, les dernières élections municipales ont été organisées en République centrafricaine en 1988. Donc c'est important qu'à travers ces élections locales, les populations à la base, les populations des municipalités puissent prendre en main leur destin et contribuent à la reconstruction de la nation à travers, par exemple, les plans de développement locaux, etc. etc. Donc, c'est sur cette base que nous pouvons, dans un esprit de complémentarité entre ce que le gouvernement central peut faire et les communautés à la base peuvent faire dans le cadre des municipalités pour pouvoir pousser le développement de la République centrafricaine. C'est pas si Handicraft a quelque chose à ajouter dans ce cas précis. Alors, si aujourd'hui, pour le centrafricain moyen, parce que le temps qui nous est imparti presque à sa fin, vous aimeriez savoir concrètement, qui doute un peu de l'action du PNUD, pour lui montrer que voilà, ça c'est l'action concrète du PNUD. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'on ne fait rien. Non, que vous ne faites pas rien. Mais on fait le tout en équipe. On fait le tout avec la RCA, avec le gouvernement, les ministères, les juridictions, l'Assemblée nationale, la société civile et surtout la population. On est là pour donner un appui technique, se basant sur les expertises qu'on a au niveau du réseau de tous les bureaux pays du PNUD qu'on a dans plus que 170 pays dans le monde. Comme disait Dominique, on se base sur les priorités nationales et sur les analyses et les études, par exemple, de perception qu'on fait auprès de la population. On est aussi là, le PNUD a un rôle clé à jouer pour appuyer les partenaires nationaux, société civile et État, pour mobiliser des ressources. On n'est pas une banque, on n'a pas l'argent, nous. On peut aider les partenaires à mobiliser des ressources. Donc on est là, je pense que c'est très concret. Dans les projets, avec les partenaires, au jour le jour, derrière porte fermée, en public, à faire les activités, à faire la réflexion ensemble, à donner des équipements, à donner les infrastructures. Mais c'est pas le PNUD qui fait ça tout seul. On est quand même dans un État avec les populations, avec un État souverain qui le fait et qu'on accompagne. Voilà. Oui, monsieur Malo. Non, vous savez que notre devise pratiquement au PNUD, c'est au service des populations et des nations. Donc, nous travaillons en amont avec le gouvernement, mais en aval, nous nous occupons des populations centrafricaines. Alors, pour conclure donc cette table ronde, le centrafricain aujourd'hui aime la paix, la sécurité, que la justice se fasse de manière impartiale dans son pays. Est-ce que le pays a un mot d'espoir à l'endroit du centrafricain, du peuple centrafricain d'une manière générale? Le mot d'espoir, c'est que nous avançons vers la paix. Aujourd'hui, les partenaires internationaux, les acteurs nationaux, les acteurs politiques centrafricains regardent tous vers la paix et nous avançons vers cette paix. C'est vrai que le chemin sera long, il y aura quelques défis sur cette route, mais nous devons ensemble, dans un esprit de complémentarité, de coordination, travailler en sorte que les efforts des uns puissent compléter ce que apportent les autres pour que de manière progressive, cette paix
se construise en République centrafricaine et que l'État centrafricain puisse, dans les années à venir, être debout et être en mesure de donner aux populations centrafricaines cette dividende de la paix à laquelle toute la population aspire. Alors, le mot de la fin revient à André Kraft pour qu'on puisse conclure cette table ronde. Alors, un message d'espoir pour le Centrafrique aujourd'hui. Je me base aussi sur les statistiques. J'essaye d'être un peu scientifique dans l'approche des statistiques qu'on voit des études de perception que depuis 2017, par exemple, la confiance dans la justice formelle a augmenté de 22% à plus que 50%, que la confiance dans la police et la gendarmerie est aujourd'hui à 73 et 79% respectivement. On espère, on accompagne, on fait tout avec vous tous pour que ça continue. On pense que les perceptions et la confiance des populations dans les institutions et dans l'État est la meilleure mesure, en fait, aussi pour mesurer s'ils font un bon travail, si elles sont fortes et efficaces. Il y a aussi des grands défis ici en RCA, mais le fait que la population ait l'espoir, que la population exprime régulièrement cette soif de justice, que la population essaye de tenir redevable le gouvernement et les criminels, etc., est un bon signe qu'il y a de l'espoir. Donc on est là ensemble. Tout ça, on ne peut le faire qu'ensemble, mais on est ensemble. En tout cas, Singila Samuel. on est ensemble, nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs que nous avions comme invité André Kraft, il est conseiller technique principal, État de droit, programme conjoint PNUD, programme des Nations Unies pour le développement en République centrafricaine, et Dominique Malo, lui, il est chargé de programme gouvernance au PNUD. En tout cas, merci de vouloir répondre à notre invitation. Merci Samuel. Merci.